Alors, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, vous me voyez vraiment désolée de ne pas être parmi vous aujourd'hui. J'aurais vraiment aimé pouvoir venir vous rencontrer et pouvoir interagir avec chacune et chacun autour de ce sujet important. Mais je suis malheureusement retenue par le jury du fameux baccalauréat. Mais je suis sûre que Lucille Herzog, qui travaille également au Centre d'excellence iMind, va pouvoir réussir très bien sa présentation et va pouvoir tout à fait interagir avec vous. Alors, je ne vais pas être longue parce que je sais que les visioconférences sont pas toujours quelque chose d'agréable, mais j'aimerais vous parler de TDAH et de maladies rares. Alors, tout d'abord, quelques rappels qui, je pense, sont des choses que vous connaissez déjà, mais qui me paraissent vraiment importantes pour poser le sujet. Tout d'abord, la fréquence du TDAH qui concerne 2 à 3 des adultes, avec des formes qui résultent d'un continuum entre l'enfant et l'adulte, mais aussi des formes qui seraient d'apparition à l'âge adulte sans antécédents neurodéveloppementaux. On distingue la forme hyperactive et la forme inattentive, qui est plutôt féminine, mais il faut insister sur les comorbidités psychiatriques, puisqu'environ 75% des personnes avec TDAH ont des symptômes psychiatriques associés, alors que ce taux est de 50% dans les troubles du spectre de l'autisme. Parmi tous les TND, le TDAH est le plus pourvoyeur de comorbidités psychiatriques, avec un impact sur l'estime de soi, sur le devenir social, puisqu'il est péjoratif dans plus de 70% des cas lorsque les personnes ne sont pas accompagnées. Alors, on va y revenir, mais l'héritabilité est complexe et il existe des facteurs causaux génétiques rares qui correspondent à des maladies rares du neurodéveloppement, on va y revenir, mais aussi des facteurs de susceptibilité qui sont plus difficiles à identifier chez un individu donné et qui relèvent plus à ce stade de la recherche. Alors, le TDAH, on sait qu'il y a un retard majeur de diagnostic, notamment chez l'adulte. Et donc, il y a une étude qui a été publiée par Oliveira en 2020 et qui montre que le retard diagnostique chez l'adulte est d'environ 17 ans. C'est-à-dire que lorsque la personne présente les premiers symptômes qui vont la faire souffrir, eh bien, le diagnostic formel de TDAH chez l'adulte est posé 17 ans plus tard. Avec comme facteur péjoratif pour le diagnostic le fait d'avoir un emploi salarié, parce que lorsque la personne est stable, eh bien, on y pense moins. Lorsqu'il y a des antécédents familiaux de TDAH, il peut aussi avoir un retard au diagnostic, parce qu'on se dit, bon, c'est une famille hyperactive, dans la famille, ils sont tous comme ça. Et donc, nous n'allons pas forcément penser à arrêter le diagnostic chez l'un des membres de ces familles. Les antécédents de dépression aussi. Et parfois, on a une confusion entre la dépression et les fluctuations émotionnelles rapides qui sont plutôt associées au TDAH. Et puis la forme inattentive, plutôt féminine, entraîne également des retards diagnostiques. Alors pour bien comprendre l'héritabilité du TDAH, il faut distinguer ce qui relève de la recherche et ce qui relève de la pratique clinique génétique du quotidien. Concernant ce qui relève de la recherche, il s'agit des études que l'on appelle les études GWAS, pour Genome Wild Association Study, qui sont des études qui vont venir comparer un grand nombre de personnes avec TND, ou par exemple avec TDAH, avec des personnes témoins. Et ces études de comparaison vont mettre en évidence des zones génétiques, ce qu'on appelle des locus de susceptibilité. Et vous remarquez dans ce schéma qui a été récemment publié qu'un certain nombre de ces gènes de susceptibilité eh bien, sont communs à plusieurs types de diagnostics, aux troubles attentionnels, au TDAH, mais aussi à la dépression, aussi aux troubles obsessionnels compulsifs, à la schizophrénie, aux troubles bipolaires, venant finalement remettre en question notre catégorisation clinique. Comme si finalement les hypothèses génétiques et les voies neurodéveloppementales ne suivaient pas du tout ce qui est classifié parfois un peu artificiellement cliniquement.
À côté de ces facteurs de susceptibilité, qui sont euh, pas toujours faciles à mettre en évidence chez un individu donné, bien que l'on commence à calculer des facteurs de risque polygéniques avec des coefficients qui pourront peut-être un jour enrichir le diagnostic. Aujourd'hui, il s'agit principalement de données issues de la recherche. Et à côté de ces données, on distingue des modèles monogéniques ou oligogéniques, qui là sont des facteurs causaux, par exemple du TDAH, et qui relèvent d'une exploration diagnostique individuelle. Alors souvent, ce sont des formes que l'on appelle syndromiques, c'est-à-dire que la personne a une histoire pédiatrique, peut avoir d'autres atteintes médicales générales, comme une dysimmunité, comme une atteinte cardiaque, rénale, pulmonaire, cutanée. Ce sont des personnes qui ont parfois un trouble du développement intellectuel ou des difficultés d'apprentissage associées, quelques particularités morphologiques et qui peuvent résister au traitement. Alors, dans l'histoire de la génétique du TDAH, eh bien, finalement, les choses ont débuté il y a plus d'une quarantaine d'années, puisque dès les années 80, les premiers auteurs ont mis en évidence l'héritabilité et le poids génétique familial du TDAH avec les premières études de famille, d'adoption, qui documentait le parcours d'un individu qui avait été adopté et qui avait dans sa famille des personnes TDAH, mais également des études de jumeaux. Et puis on a commencé à travailler au plan génétique sur des études de liaison, des études d'association qui ont mené aux études GWAS que je vous ai présentées tout à l'heure. Et en parallèle, on a développé le séquençage de l'exome et le séquençage du génome complet. Donc on voit en une vingtaine d'années, on a eu une accélération fulgurante des données de la génétique en association au TDAH. Et en parallèle, beaucoup d'équipes ont travaillé sur le phénotype, sur les trajectoires des personnes TDAH pour essayer de comprendre finalement les liens extrêmement étroits entre le génotype, c'est-à-dire les facteurs causaux ou les facteurs de vulnérabilité, et le phénotype. Et il en résulte, notamment dans les études de jumeaux, que l'héritabilité du TDAH, parmi tous les troubles du neurodéveloppement, est probablement une des plus élevées. Avec des études GWAS, donc qui ont comparé une très grande quantité d'ADN de personnes avec TDAH à une grande quantité d'ADN témoin, ont montré qu'il y avait environ 27 loci de susceptibilité sur notre génome qui prédisposaient au TDAH. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gènes localisés sur ces 27 loci s'expriment préférentiellement dans le cerveau, et notamment dans le cortex frontal et au moment du développement cérébral précoce. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces voies neurodéveloppementales peuvent être explorées pour mieux comprendre les déterminants du TDAH. Et ce qui est intéressant également, c'est que cette étude a montré que le TDAH était un des troubles du neurodéveloppement le plus polygénique, c'est-à-dire qu'un très grand nombre de gènes crée une vulnérabilité. Et c'est peut-être aussi pour cela que le TDAH est largement associé à d'autres troubles psychiatriques comme l'autisme, la schizophrénie. Alors, à côté de ces études cas témoins, les grandes études de cohorte qui nous indiquent la complexité de l'héritabilité et qui peut-être commencent à nous documenter sur les comorbidités psychiatriques, eh bien, nous pouvons également nous intéresser aux maladies rares du neurodéveloppement qui peuvent donner un TDAH associé. Et là, il ne s'agit plus de données issues de grandes cohortes, mais de résultats génétiques individuels issus d'une consultation en génétique. Et nous aboutissons à l'identification de maladies rares, mendéliennes, qui peuvent également se transmettre, notamment sur un mode autosomique. Parmi ces maladies rares, la microdélétion 22q11 est l'une des plus étudiées. Elle résulte d'une petite partie d'ADN en moins
sur l'un des deux chromosomes 22, situé dans la région Q11, c'est-à-dire le bras long du chromosome 22. Et on a beaucoup étudié cette microdélétion puisqu'elle est très pourvoyeuse de comorbidités, notamment de schizophrénie, mais aussi de TDAH, on y reviendra. Et ce que l'on sait, finalement, cette microdélétion, eh bien, c'est qu'elle est associée à des anomalies neuroanatomiques, notamment des anomalies de la connectivité cérébrale, mais également des anomalies dans la neurotransmission, le gène de la COMT, catéchométhyltransférase, qui intervient dans le métabolisme de la dopamine, et le gène de la ProDH, proline déshydrogénase, qui intervient dans le métabolisme du glutamate. Et on sait que ces anomalies au niveau des neurotransmetteurs et de la connectivité cérébrale aboutissent à des déficits cognitifs spécifiques, notamment attentionnels. Et dans un environnement social qui peut être aversif, eh bien, on peut avoir une prédisposition à des symptômes psychiatriques, mais aussi plus généralement au TDAH. Il faut savoir que le trouble du spectre de l'autisme et le TDAH sont un phénotype qui a été probablement sous-estimé dans la délétion 22q11, puisqu'on a beaucoup parlé de psychose, de schizophrénie, de dépression, de troubles bipolaires, et ces diagnostics de TSA et de TDAH sont un petit peu passés au second plan, alors que si une étude de cohorte s'est penchée récemment sur ces diagnostics et a trouvé des prévalences, comme vous voyez ici, extrêmement élevées, notamment d'autisme dans la délétion 22. Alors, cette délétion 22, qui est une maladie rare du neurodéveloppement, eh bien, est à expression psychiatrique, mais aussi neurodéveloppementale complexe, puisque vous voyez que 36% de ces personnes sont porteuses d'un TDAH, avec des périodes diagnostiques différentes. Et vous voyez ici que les symptômes psychotiques sont plutôt fortement repérés à l'adolescence, alors que la question du TDAH est plutôt une question infanto-juvénile. Alors, est-ce qu'il s'agit de diagnostics repérés par des équipes psychiatriques aux habitudes différentes, ou alors est-ce qu'il s'agit véritablement de fluctuations dans l'expression du phénotype tout au long du neurodéveloppement? La question reste encore posée puisque on sait qu'on a 40% de TDAH dans l'enfance et ce taux va considérablement diminuer à l'âge adulte et réciproquement, on va poser jusqu'à 35% de diagnostics formels de schizophrénie à l'âge adulte. Alors, dans quelle mesure est-ce que dans la microdélétion, il y a des transitions diagnostiques? Ces aspects ne sont pas tout à fait documentés à l'heure actuelle. Alors, pour vous aider au diagnostic et pour aider les personnes que vous accompagnez, eh bien, la France a mis en place le plan France Médecine Génomique 2025 avec deux plateformes de séquençage à haut débit, une plateforme à Paris qui est la plateforme Sequoia et une plateforme à Lyon qui est la plateforme Oragène. Il existe des RCP, des réunions de concertation pluriprofessionnelles pour inclure ces personnes dans ces programmes de séquençage de l'exome ou du génome. Et il est possible d'inclure des personnes avec troubles psychiques sévères, notamment avec schizophrénie ou troubles bipolaires, mais il est également possible d'inclure des personnes adultes avec troubles du neurodéveloppement et les personnes qui ont un TDAH peuvent avoir accès à cette plateforme. Alors, l'organisation est simple. Il y a initialement un dialogue entre la personne concernée et son médecin qui prennent la décision d'un examen génétique, parfois plus poussé que ce qu'ils ont eu au préalable, puisqu'on a beaucoup de personnes que l'on accompagne qui ont eu des karyotypes standards ou qui ont eu des karyotypes moléculaires, CGHRE. Et là, on décide conjointement d'aller plus loin et de proposer un séquençage de l'exome ou du génome. Ensuite, le dossier est discuté lors de cette RCP et il est décidé collectivement de faire un prélèvement qui va être séquencé, analysé et interprété. Il va y avoir la production et la signature d'un compte-rendu et grâce à une réunion de concertation pluriprofessionnelle d'aval, il y aura la restitution qui sera faite au médecin puis à la personne concernée avec potentiellement une aide à la décision thérapeutique ou une aide à la décision diagnostique. Plus généralement, si l'on veut resituer le TDAH dans le champ des troubles du neurodéveloppement, eh bien, ça pose des difficultés de repérage, et notamment de repérage du TDAH au sein
du trouble du développement intellectuel parce que pendant longtemps, les caractéristiques du TDAH ont été considérées comme une sorte d'épiphénomène du trouble du développement intellectuel. Ainsi, on considérait, et c'est une citation ancienne, que finalement le TDAH faisait un peu partie de ce qu'on appelait à l'époque la déficience intellectuelle. Et il y a eu une espèce de confusion et d'amalgame diagnostique, alors qu'il s'agit quand même de choses différentes et en particulier qui mènent à des stratégies thérapeutiques différentes. Alors, finalement, à l'heure actuelle, on dispose d'assez peu de données et d'assez peu de recherches sur la présentation clinique des personnes qui ont à la fois un TDI et un TDAH associé. Alors que le TDAH serait jusqu'à 10 fois plus élevé chez les enfants et les adolescents qui ont un TDI que dans la population générale. Et ce dépistage est particulièrement important puisque l'on sait que le TDAH, notamment lorsqu'il est associé à un TDI, et souvent dans des formes syndromiques, eh bien cette association est très pourvoyeuse de comportements défis. Et c'est important de repérer ce TDAH parce qu'il va pouvoir s'associer à la prescription de méthylphénidate et parfois considérablement améliorer le pronostic fonctionnel et le pronostic comportemental. Et pour facilement repérer un diagnostic de TDAH en association à un TDI, eh bien le déficit d'inattention, l'hyperactivité, l'impulsivité sont plus sévères que ceux que l'on observe en fonction de l'âge développemental. C'est-à-dire qu'on a une personne qui va avoir un âge développemental, admettons, de 6 ans ou de 7 ans, et qui va avoir un degré d'attention ou un degré d'impulsivité qui représente un âge bien inférieur. Et là, même si la personne est porteuse d'un TDI, il faut absolument y penser parce que ça va avoir un impact thérapeutique absolument majeur. Alors souvent, ce qui est plus fréquemment repéré lorsqu'il y a l'association entre le TDI et le TDAH, ce sont les troubles des conduites et les troubles oppositionnels qui mènent évidemment au comportement défi. Et donc cette association est pourvoyeuse éventuellement d'agitation, d'agressivité. Et si on ne repère pas le noyau organisateur des troubles du comportement, eh bien la réponse apportée, et en particulier la réponse thérapeutique, ne sera pas la bonne et voire va venir aggraver les problèmes de comportement. Donc cette association au sein des TND est absolument fondamentale à repérer. On a également une intrication forte entre le trouble du spectre de l'autisme et le TDAH, puisqu'on sait que 30% des adultes avec un TDAH ont un TSA associé et réciproquement, jusqu'à 80% des adultes avec TSA ont un TDAH. D'où l'importance finalement de systématiquement penser à ce binôme diagnostique. Et ces deux entités cliniques restent mal repérées en psychiatrie d'adulte. Alors, souvent en psychiatrie d'adulte, on arrive à repérer un trouble du spectre de l'autisme ou on arrive à repérer un TDAH qui va venir remettre en question un diagnostic de trouble de personnalité, par exemple, ou de trouble bipolaire. Et une fois qu'on a posé ce diagnostic, on ne va pas forcément penser à son véritable binôme diagnostic développemental, qu'est le TSA pour le TDAH ou réciproquement, qui est le TDAH pour le TSA. Alors que la co-occurrence des symptômes va compliquer encore le repérage et surtout l'accompagnement. Il faut dire que l'overlap est complexe entre le TDAH et le TSA, avec souvent dans le comportement des points d'appel qui peuvent être très communs. Par exemple, on va avoir un enfant qui ne joue pas avec les autres. Du côté du TDAH, il ne joue pas avec les autres parce qu'il est trop impulsif, il est trop hyperactif et il ne va pas pouvoir se poser suffisamment pour s'intéresser aux autres. On va avoir la même présentation clinique, alors que dans l'autisme, les raisons de cette présentation clinique sont différentes, puisque c'est plutôt un enfant qui va avoir des difficultés dans la réciprocité sociale et qui ne va pas forcément s'intéresser à l'échange social. On va éventuellement aussi avoir un enfant qui va avoir des difficultés de conversation. Du côté du TDAH, eh bien, il va être
trop impulsif, il n'écoute pas l'autre. C'est pour ça qu'il va avoir des difficultés à interagir. Alors que du côté de l'autisme, il va avoir du mal à comprendre les normes sociales conversationnelles. Un enfant qui est hyperactif et qui a du mal à se concentrer, eh bien, du côté du TDAH, c'est que les fonctions attentionnelles sont déficitaires et la personne va avoir du mal à structurer son comportement. Et du côté de l'autisme, eh bien, c'est plutôt un problème de difficulté dans la participation sociale. Et la personne va finalement ne pas réussir à fixer son attention sur les échanges sociaux. C'est aussi une mauvaise représentation, une mauvaise prise en compte du danger. Du côté du TDAH, la personne va comprendre les risques, mais elle est trop impulsive et elle a du mal à exercer un contrôle d'elle-même et elle va prendre des risques. Alors que du côté de l'autisme, on va plutôt avoir des difficultés à comprendre les risques physiques et les risques sociaux. Donc la question de ces co-diagnostics est complexe parce que un même point d'appel peut correspondre à un TDAH ou à un autisme, voire peut associer les deux. Parmi les repères diagnostiques, il y a un certain nombre d'éléments qui sont plutôt caractéristiques du TDAH et plutôt caractéristiques de l'autisme, avec cependant un certain nombre de symptômes qui sont communs, notamment des difficultés à réagir de manière appropriée aux émotions, aux ressentis des autres. On a des choses qui sont plus spécifiques de l'autisme et plus spécifiques du TDAH. On a malgré tout une co-occurrence fréquente des symptômes avec parfois une intrication, mais le manque de prise en compte des émotions d'autrui est un symptôme relativement partagé. Et au plan des comorbidités psychiatriques, la comorbidité la plus fréquente entre autisme et TDAH reste l'anxiété puisqu'elle est présente dans plus de 25% des cas dans ces deux catégories diagnostiques. Alors pour vous aider à la fois dans les repères diagnostiques cliniques, mais aussi dans l'accès à la génétique du TDAH, bien sûr, dont on a parlé aujourd'hui, mais plus généralement des troubles du neurodéveloppement, eh bien le réseau Génopsy est là pour vous aider. Et vous pouvez télécharger différents contenus. Vous pouvez également avoir accès à notre page LinkedIn qui vous donne beaucoup d'informations sur toutes les manifestations que nous organisons. Il s'agit d'un réseau coordonné par la filière Handirare, qui est une filière maladie rare, et c'est un réseau d'un centre de référence maladie rare, troubles du comportement d'origine génétique, avec d'autres centres de référence qui peuvent aider les personnes que vous accompagnez à Sainte-Anne, à Clermont-Ferrand, à Dijon, à Rouen, mais aussi des centres de compétences à Rennes, à Nantes, à Poitiers, à Bordeaux, à Paris-Necker et à Créteil. Il s'agit donc d'un réseau qui est là pour vous aider dans le fait de faire les liens quotidiennement entre génétique, neurodéveloppement et psychiatrie. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, vous pourrez aussi très bientôt avoir accès à notre site internet. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation à communiquer. J'espère que la visioconférence ne vous a pas trop rebuté. J'espère être parmi vous d'ici quelques mois ou l'année prochaine. Et n'hésitez pas à m'écrire sur mon site, sur mon email, caroline.demilly@ch-le-vinatier.fr et je me ferai une joie de répondre à toutes les questions qui vous paraissent utiles. Et je pense laisser la parole à Lucie Herzog. Merci beaucoup et à bientôt.